can step to the next subject. It's going to be a video. And je passe au français. Donc, je dois dire que j'ai eu le privilège de la voir une fois et je me réjouis déjà à l'avance de pouvoir la visionner une seconde fois. Il s'agit d'étudiants de Berlin qui vont nous emmener du côté de Syracuse, non pas en Sicile, mais plutôt aux États-Unis. Ils vont nous expliquer tout ça. C'est la suite de Syracuse. Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à démontrer la conjecture de Syracuse. Enfin, presque. Prenez un nombre, n'importe quel nombre entier strictement positif, et s'il est impair, multipliez-le par 3 et lui ajoutez 1. S'il est pair, divisez-le par 2. La conjecture de Syracuse dit qu'en choisissant n'importe quel nombre, à la fin, vous allez toujours tomber sur 1. On va prendre un exemple. Prenons 10. 10 est un joli nombre. 10 est pair, donc on va diviser 10 par 2, ça fait 5. 5 est impair, donc on va le multiplier par 3, 15 et lui ajouter 1, 16. 16 est pair, donc on va le diviser par 2, 8. 8 est pair, on le divise par 2, 4. 4 est pair, on divise par 2, 2. Et 2 est pair, on divise par 2, 1. Facile, non? Facile d'appliquer l'algorithme peut-être, mais semble-t-il évident qu'on retombe toujours sur 1. On, à sous-entendre la communauté scientifique, a vérifié pour énormément de nombres et, pour l'instant, après avoir appliqué ces transformations successives, la valeur finale est toujours 1. Mais pourquoi 1, demandez-vous, et vous avez raison de poser la question. Que se passe-t-il si on applique ces mêmes règles à 1 ? 1 est impair, donc on multiplie par 3 et on ajoute 1, ce qui fait 4. 4 est pair, donc on divise par 2, 2. On redivise et on retombe sur 1. Après, on peut s'amuser à répéter ce processus, mais on voit bien que la suite 4, 2, 1, 4, 2, 1 forme un cycle, appelé cycle trivial. Dire qu'en multipliant par 3 et ajoutant 1 si un nombre est impair, ou diviser par 2 s'il est pair, revient donc à dire qu'après un certain temps, en appliquant les transformations de Syracuse, on retombe sur le cycle trivial. Mais pourquoi ? Voilà la question à laquelle il est très difficile de répondre. Ce problème a été posé par le mathématicien allemand Lothar Kollátz en 1937 et rendu célèbre à l'université de Syracuse dans l'État de New York aux États-Unis. Depuis, les mathématiciens essayent de démontrer qu'en appliquant les transformations de Syracuse à n'importe quel nombre entier positif non nul, on retombe sur le cycle trivial. Comment s'y prendre pour démontrer une chose pareille ? Peut-être pourrait-on procéder à l'envers. On s'explique. Prenons le nombre 3 par exemple. On a représenté les termes de la suite de 3 après y avoir appliqué les transformations de Syracuse. Qu'y a-t-il d'intéressant dans cette représentation visuelle ? Premièrement, si on regarde les sommets de notre graphe, ce ne sont que des nombres pairs. Ce qui est logique, car si on prend un nombre pair, on doit le diviser par 2. Le résultat de la division est strictement inférieur au nombre qu'on divise. Conséquence, on descend du sommet. En plus, quand on atteint une vallée, ce nombre est forcément impair. On ne peut plus le diviser par 2 et donc on ne peut plus descendre. Que doit-on faire à un nombre impair ? Le multiplier par 3, 3 fois un nombre impair reste impair, et y ajouter 1, ce qui le rend pair. Conséquence, une vallée est toujours impaire et on monte jusqu'à un sommet pair. Deuxièmement, on voit qu'il existe ce qu'on va appeler un dernier sommet. À partir de ce dernier sommet, la suite descend tout simplement jusqu'à 1. Mais si on descend tout simplement, ça veut dire qu'on ne fait que diviser par 2. Après avoir franchi ce dernier sommet, on ne parcourt que des exposants de 2 par la division successive. À partir de maintenant, on décide d'appeler la chute qui suit le dernier sommet une d à 2k plus 1. n est impair, donc on multiplie par 3 et on ajoute 1. Ça fait 3n plus 1, mais ça ne nous intéresse pas vraiment. Ce qu'on veut, c'est définir le nombre qui vient 2 étapes après n en fonction de n. Certes, on pourrait écrire que c'est 3n plus 1 divisé par 2,
car si n est impair, on monte vers un sommet pair qu'on peut ensuite diviser par 2. Mais 3n plus 1 divisé par 2 est égal à n plus 1 divisé par 2, ce qui est une écriture bien plus claire. Ce simple calcul nous permet donc de grandement simplifier l'écriture d'une suite de Syracuse. En parlant de suites, venons-en à nos suites renversées. Écrivons toutes ces suites de Syracuse à l'envers et rassemblons-les. On obtient ce qu'on appelle un arbre de Syracuse. Comme Noémie vient de vous annoncer, on va vous introduire maintenant aux arbres de Syracuse, une vision inversée de la conjecture. Ici, vous voyez déjà un arbre de Syracuse, et je vais vous montrer maintenant comment on l'obtient. On part toujours de 1, et puis on applique ce qu'on appelle les transformations réciproques. La première transformation réciproque dit qu'on a le droit de multiplier tout nombre obtenu dans l'arbre par 2. Ici, je multiplie 1 par 2, et 1 et 2 sont reliés par un trait. Ensuite, je continue, je multiplie 2 par 2, ça fait 4, puis je multiplie 4 par 2, ça fait 8, et je continue jusqu'à 16. 16 est un nombre particulier, puisque 16 moins 1 est divisible par 3. Et notre deuxième transformation réciproque nous dit que si un nombre dans l'arbre moins 1 est divisible par 3, alors on a le droit de lui appliquer cette transformation. J'applique donc au nombre 16 cette transformation et j'obtiens 5. Et puis, j'applique de nouveau la première transformation en multipliant par 2. Et ainsi on continue et on obtient un arbre de Syracuse. Cet arbre de Syracuse, on peut bien sûr le prolonger encore et encore. Je reviens à notre ancienne illustration. Ici, on a un arbre en profondeur de 15, ce qui signifie qu'on a utilisé 15 étapes de construction. Pourquoi notre arbre ressemble-t-il à cela? On va supposer un instant que la seule chose qu'on sait, c'est que 1 vérifie la conjecture de Syracuse. Il faut donc qu'on parte de 1 pour appliquer les transformations réciproques. Un nombre ne peut pas avoir plus de 2 traits qui partent de lui. Pourquoi? Soit on multiplie le nombre par 2. On a toujours le droit, car si l'on multiplie n'importe quel nombre naturel par 2, ce nombre reste naturel. Néanmoins, on a dit qu'on ne pouvait appliquer la deuxième transformation réciproque que si notre nombre de départ moins 1 était divisible par 3. Cela est dû au fait qu'une suite, inversée ou non, ne peut contenir que des entiers naturels. Si un nombre non divisible par 3 est divisé par 3, ça nous donne une fraction. Ce n'est pas un entier. De plus, comme l'équation de la seconde transformation réciproque pour tout x tel que x moins 1 multiple de 3, y est égal à x moins 1 divisé par 3, n'admet qu'une unique solution y, il y a exactement une branche qui part d'un nombre qui convient après application de la deuxième transformation réciproque. Reprenons notre exemple de départ 10, car 10 est vraiment un très joli nombre. On peut toujours multiplier un nombre par 2, donc un des traits qui part de 10 va vers 20. Dans le bon sens, cela signifie qu'en soumettant 20 à une première transformation de Syracuse, on obtient 10. Cela est vrai, car 20 est pair, donc on doit diviser par 2, et on tombe bien sur 10. En plus, on vérifie si 10 moins 1 est un multiple de 3. 10 moins 1 est égal à 9, et 9 est égal à 3 fois 3. Donc 10 vérifie la condition d'application de la deuxième transformation réciproque. Donc 10 moins 1 divisé par 3 est égal à 3. Analoguement à la première transformation, cela signifie qu'en appliquant Syracuse à 3, on obtient 10, ce qui est bien le cas. À partir de maintenant, on comprend bien pourquoi il n'y a que 2 traits qui peuvent sortir d'un nombre, et par conséquent, pourquoi l'arbre de Syracuse ressemble à ça. Une fois qu'on avait vu et compris un peu ces jolis arbres, on s'intéressait à leur structure. Certes, les règles de construction réveillent déjà une certaine structure, mais nous voulions en trouver d'autres. Existe-t-il un lien caché entre tous ces nombres, ces suites de Syracuse reliées? Pourrait-on tenter de résoudre la conjecture en faisant apparaître ce lien et en déduire alors que tous les nombres entiers naturels, non nuls, sont quelque part dans l'arbre? Pour cela, nous nous sommes promenés un peu au cœur de l'arbre de Syracuse. Venez avec nous.
on va faire un petit tour mathématique dans la nature. Commençons par introduire quelques notions, afin de bien savoir nous repérer dans cet endroit qui peut paraître chaotique au début, et de ne pas perdre de vue notre objectif. On appelle branche de l'arbre toute chaîne ou suite dans l'arbre de Syracuse, commençant par un nombre impair, qu'on va appeler aussi son nœud ou son nombre de branches, et continuant par une infinité de multiples de 2 liés à ce nombre. Ici, vous voyez, j'ai entouré le 5, qui est le nombre de branches, et en multipliant 5 par 2, on obtient la branche de 5. La branche principale est la branche qu'on obtient directement en partant de 1 et multipliant par 2. Ainsi, elle contient toutes les puissances de 2 et constitue le tronc de notre arbre. C'est la descente triviale inversée, donc la montée triviale. Ainsi, vous retrouvez ici une autre approche pour expliquer l'importance des puissances de 2 qui sont indispensables pour bien tomber sur 1 dans une suite de Syracuse, car vous voyez bien que chaque nombre ici est lié directement ou indirectement à la branche principale qui contient toutes les puissances de 2. La question qu'on se pose alors dans ce raisonnement réciproque, et qui revient à notre conjecture, est la suivante. Est-il possible, en partant de 1 et appliquant des transformations réciproques, de tomber sur tous les nombres dans n étoiles, c'est-à-dire tous les entiers positifs et non nuls? Autrement dit, peut-on être sûr que l'arbre qu'on vient de vous montrer contient bien tous les nombres entiers naturels si on le prolonge à l'infini? Nous avons essayé plusieurs méthodes différentes au cours de nos recherches pour répondre à cette question, comme par exemple l'étude d'une variante pour ensuite créer le lien avec notre conjecture, une étude précise des puissances de 2 et de leur rôle dans la conjecture, ou encore des expériences avec des nombres binaires. Tout cela pour vous dire sous combien d'angles différents on pourrait attaquer cette question, et si vous avez envie, on vous encourage à trouver le vôtre. Mais cette année, nous nous sommes surtout concentrés sur les aspects graphiques ainsi qu'algébriques de la structure de l'arbre de Syracuse. Notre but était de trouver une structure dont les calculs fonctionnent indépendamment de la deuxième transformation réciproque qui complique un peu toute démonstration à cause de sa condition d'application. Je reviens un peu en arrière. On avait vu qu'on pouvait seulement appliquer cette formule si le nombre -1 est divisible par 3. Mais pour l'instant, on ne sait pas quel nombre dans notre arbre sont vraiment -1 divisible par 3, et dans une démonstration, on ne peut pas juste tester nombre par nombre. Nous avons donc commencé à faire des observations pour trouver une régularité qui nous permet de nous débarrasser plus ou moins de cette vérification de conditions. Une première observation que nous avons pu faire est par exemple celle entre les différents nombres de branches, c'est-à-dire le lien entre les nombres impairs au début de chaque branche. Ainsi, on a remarqué que pour passer d'un nombre de branches au suivant, il suffit de multiplier l'ancien nombre de branches par 4 et lui ajouter 1. On peut illustrer cela graphiquement. Ici, vous voyez à nouveau notre arbre de Syracuse, et on a le nombre de branches 5 et le nombre de branches 21. Et si on se demande maintenant qu'est-ce qui lie le nombre de branches 5 au nombre de branches 21, on trouve que c'est en effet pour obtenir 21, on a multiplié 5 par 4 et on lui a ajouté 1. Et pareil pour passer de 21 à 85. Maintenant, vous pouvez me dire, ok, il y existe un lien entre certains nombres de branches, mais pour l'instant, on a juste découvert ce lien pour tous les nombres de branches qui sont directement liés à la branche principale. Qu'en est-il des autres nombres de branches? Par exemple, si je rentre ici dans la branche de 5 et je continue, est-ce que ce principe va rester le même? Pour voir cela, on a préparé une deuxième illustration. Donc ici, j'ai prolongé notre arbre de Syracuse. 10 moins 1 divisé par 3, ça fait bien 3. Et 40 moins 1 divisé par 3, ça fait bien 13. Et en effet, pour passer de 3 à 13, on a aussi multiplié par 4 et ajouté 1. Pour continuer encore un tout petit peu, on va faire un petit zoom. Cette partie-là que j'ai marquée en bleu, je vais la remplacer par la branche principale et ainsi on pourra encore un peu plus rentrer dans l'arbre comme on aura plus de place. Ici vous voyez le zoom, là j'ai le 5, 10, 20 et
on va se demander entre 3, 13 et 53, est-ce qu'on a toujours bien le lien fois 4 plus 1? Et vous le devinez, on l'a toujours. Donc ça semble déjà une caractéristique assez impressionnante de notre arbre et Noémie va vous la démontrer algébriquement. Prenons un nombre k qui est impair et un autre nombre qui s'écrit 4k plus 1. D'après les propriétés arithmétiques, 4k plus 1 est impair aussi. Si on regarde la représentation graphique de leur suite, on peut voir qu'à partir du nombre 3k plus 1, les deux suites sont les mêmes. En effet, k est impair, donc on multiplie par 3 et on ajoute 1, ce qui fait 3k plus 1. De même, 4k plus 1 est impair aussi, donc on monte vers un sommet pair. Après être redescendu du sommet en divisant par 2, on tombe sur 2 fois 3k plus 1. Que doit-on faire maintenant? Diviser par 2, et voilà, on arrive à 3k plus 1. Donc, si k tombe sur le cycle trivial, alors 4k plus 1 aussi, et réciproquement. Ce petit lien peut paraître insignifiant, mais il est assez important puisqu'il nous permet déjà de lier pas mal de nombres impairs. On rappelle qu'on cherche à montrer que grâce aux transformations réciproques, on tombe sur tous les nombres entiers non nuls. Or, pour montrer cela, il suffit de montrer qu'on tombe sur tous les nombres impairs grâce aux arbres. Pourquoi? Tout nombre pair peut s'écrire sous la forme 2 puissance k fois q, avec k un entier et q un nombre impair. Or, comme on a toujours le droit de multiplier tout nombre par 2 autant de fois que l'on veut, dès qu'on a tous les impairs, on peut facilement retrouver leur paire grâce aux transformations réciproques. Ainsi, nous nous sommes déjà aisément simplifié la tâche. Pourtant, il ne nous reste pas mal de nombres, et aussi pratique que soit ce lien 4k plus 1 entre les nombres de branches, il ne suffit pas encore pour expliquer tout à fait toute la structure de l'arbre. Reprenons encore une dernière fois notre arbre de Syracuse. Ici, vous voyez qu'on est encore une fois rentré dans les branches, donc dans la branche de 5 et la branche de 85. Petite remarque, j'avais écrit avant par erreur 240, mais c'est bien 340, 680 et ainsi de suite. Le seul problème qui reste encore, c'est que on n'attache pas les nombres de branches de façon symétrique. C'est-à-dire, si vous observez la branche 5, vous voyez que 10 est le premier nombre pair de cette branche, et à 10, on attache un nouveau nombre de branches, donc un nouveau nombre impair, puisque 10 moins 1 est divisible par 3. Mais si vous prenez maintenant la branche suivante, la branche de 21, vous voyez qu'il n'y a aucun nombre attaché à cette branche, et si vous prenez 85, vous voyez qu'il y a un nombre impair attaché à cette branche, mais seulement au deuxième nombre pair. Donc au sein de l'arbre de Syracuse, il y a 3 structures différentes qui vont nous compliquer un peu notre concept 4k plus 1. Et puis on s'est demandé quand même si on ne pouvait pas définir alors 3 types de branches. Et c'est ce qu'on a fait. On a commencé par la branche de type 3. La branche de type 3, c'est par définition juste toute branche qui ne contient que des multiples de 3. Et on peut faire 2 remarques sur cette définition. La première remarque étant, si vous avez un nombre de branches qui est un multiple de 3, alors forcément vous aurez une branche de type 3, puisque si vous multipliez un multiple de 3 par 2, il va rester un multiple de 3. Et la deuxième remarque qu'on peut faire, c'est que à cette branche, on ne peut attacher aucun nouveau nombre impair ou aucun nouveau nombre de branches, puisque quand vous prenez un multiple de 3 et vous lui enlevez 1, ce nombre il ne sera jamais divisible par 3. Et là, il nous reste encore 2 types de branches à définir, assez proches l'un de l'autre en fait. On a la branche type 1 tout d'abord. Une branche type 1, c'est toute branche à laquelle on peut attacher une autre branche dès le premier nombre pair de cette branche. Ici, la branche de 5 est une branche de type 1 puisque 10 est le premier nombre pair de cette branche et on peut en effet attacher une nouvelle branche à 10 comme vous voyez ici. Et puis la branche type 2, c'est en effet une branche de type 1 juste qui commence de façon décalée. Donc on attache au deuxième nombre pair de cette branche une nouvelle branche.
Grâce au concept des congruences que nous avons vu cette année en maths experte, on peut mathématiquement définir ces branches et démontrer leur alternance. Ainsi avons-nous démontré qu'une branche de type 1 est toujours suivie par une branche de type 3, qui est suivie par une branche de type 2, qui est suivie par une branche de type 1, etc. Ceci est pratique pour schématiser l'arbre de façon plus abstraite et avoir une structure approximative sans devoir passer par les transformations réciproques. Mais bien que nous nous soyons beaucoup amusés dans ce projet et avons découvert plein de choses, il paraît que nous sommes toujours loin de la solution. Néanmoins, on espère avoir pu éclaircir un peu la structure des arbres de Syracuse et vous transmettre un peu de notre passion pour ce sujet. Comme vous le voyez, cette conjecture de Syracuse, qui paraît si simple au début, est infiniment plus complexe qu'on pourrait le penser, et on s'étonne toujours de ce qu'on trouve. Et même si on n'a pas trouvé de résultats concluants, c'est fascinant de voir où nous mènent nos recherches, en espérant qu'elles nous mèneront vers le cycle trivial. Donc, merci beaucoup de votre écoute. Est-ce qu'il y a des questions ou des explications qu'on pourrait donner sur ce qu'on a fait? Moi, elle était très claire. Bon, excellent. Ouais. Mais Nour, tu as une question? Par contre, parle un peu plus fort. Oh, pardon. Juste pour prouver que tous les nombres ne mènent pas à 1, il suffirait de trouver un seul cycle. Oui. En fait, oui, il y a deux possibilités pour montrer que tous les nombres ne mènent pas au cycle trivial. C'est-à-dire, soit il y a un cycle qui n'est pas le cycle trivial qui se forme. Donc, on aurait n nombres qui forment un cycle en plein milieu de leur application de transformation. Ou encore, on pourrait imaginer qu'il y a une suite qui dégénère vers l'infini, donc qui ne retombe jamais assez pour atteindre 1 à la fin. Après, je pense que le dernier record, on a vérifié jusqu'à 10 puissance 48 nombres. Donc, tout cela, on les a vérifiés, ils retombent tous sur 1. Donc, peut-être que la recherche du contre-exemple n'est pas le moyen le plus efficace pour... C'est vous qui avez vérifié les puissances 49. Si, à la main. Oui. D'autres questions? La deuxième année que vous travaillez dessus, Oui. pourquoi vous avez choisi de continuer la recherche? Enfin, on avait commencé l'année dernière et je pense que nous deux, on a beaucoup aimé ce sujet et on avait l'impression qu'il y avait encore plein de choses à découvrir et à approfondir. On a voulu continuer. Est-ce que vous pensez continuer ce sujet-là, peut-être dans l'avenir, quand vous êtes mathématicienne? Alors moi, oui. Moi, ce que je trouve passionnant avec ce sujet, c'est que vraiment, comme on a dit à la fin, au début, ça semble tellement simple. Et je pense qu'on a un peu fait la faute d'y aller avec un peu d'orgueil en se disant « Ah, mais en fait, c'est facile, c'est pas possible que ce soit pas prouvé ». Et en fait, plus on apprend des maths, comme l'année dernière, on avait beaucoup moins de maths que cette année, on se rend compte que, en fait, les maths, c'est pas du tout quelque chose de fermé ou d'un savoir fini qu'on a. Et donc, je pense que ce serait passionnant de voir, en apprenant de nouvelles méthodes, de nouvelles manières de réfléchir et de nouveaux opérateurs, comment est-ce que cela peut aider à regarder cette conjecture de manière différente. Oui. Une dernière question. Je ne sais pas si c'est pertinent, mais est-ce que vous pensez qu'il y aurait peut-être une manière probabiliste d'aborder le problème? En fait, justement, ça a été fait. Donc, on ne voulait pas se baser sur les travaux de quelqu'un d'autre, mais il y a des gens qui ont pris une approche probabiliste pour essayer de résoudre ce problème. Et il y a des grandes chances que tous les nombres retombent sur 1. Mais ce n'est pas une démonstration. C'est une démonstration de probabilité.
C'est pas une démonstration arithmétique. Pas de certitude, t'as pas de probabilité égale à 1. C'est un peu un contexte, mais on est d'accord, le début, vous êtes inspiré de cet homme-là qui fait des vidéos. Oui, oui, voilà, il en manque un. C'est ça, oui. Son nom, toute la oui. Oui, oui. En tout cas, c'est vraiment super. Merci beaucoup. Voilà, c'était le dernier exposé de ce 33e congrès Matanjin des établissements de la zone Europe. Pour clôturer ce congrès, on a la chance d'avoir parmi nous la présidente de l'association Matanjin, Aviva Spirchak, qui va nous dire un petit mot. Aviva, tu es là? Bonjour. Bonjour Aviva. Bien. Merci Julien. Je te remercie en particulier pour tout le travail que tu as fourni pour organiser ce congrès. Et vraiment, je crois que tout le monde peut te remercier pour tout ce que tu as fait. Toi et puis tous les gens autour de toi, l'Université de Potsdam, tout le monde. Merci. Alors, je vais en profiter. On a eu pour la première année un congrès en hybride, ce qui était effectivement techniquement un peu compliqué à organiser. Et je vais vous montrer la partie présentielle du congrès, et parce que c'est quand même eux qui font le congrès. Ah oui, oui, très bien. Bonjour à tous. Alors effectivement, c'est un congrès un peu spécial puisque cette année, on a réussi quand même à faire un certain nombre de congrès en présentiel, comme on dit. Il y avait Lille la semaine dernière, Saclay, et puis là depuis, on a eu le congrès pour la zone Amérique du Nord, qui était tout en distanciel. Bah, c'est toujours pareil, hein, s'il y a des problèmes sanitaires qui font qu'on ne peut pas trop. Enfin, les règles sanitaires ne sont pas les mêmes dans tous les pays du monde. Mais malgré tout, on a un seul congrès Matanjin sur toute la planète. Voilà, et donc on a déjà eu l'épisode de Lille, l'épisode Saclay, le premier épisode Amérique du Nord. Il va y en avoir un autre au mois de juin. Donc cet épisode européen, en dehors de la France, ça fait un peu bizarre de dire Europe parce que la France en fait quand même partie, mais bon, on a pas mal de congrès en France. Cette semaine, on va avoir Avignon, on va avoir une journée à Bordeaux, et ensuite la semaine prochaine, ça enchaîne avec Lyon et Perpignan. On a même le congrès de nos amis bruxellois, qui l'association Matanjin de Belgique, qui organise un congrès à Bruxelles. Je crois que c'est dans 2 semaines, je crois. Et puis au mois de mai, on aura deux journées spéciales, Bordeaux de nouveau et La Rochelle. Alors en fait, il y a eu des journées qui ont été organisées parce que il n'était pas clair au mois de septembre, octobre, qu'il serait possible de faire des voyages scolaires, et donc on a été obligé dans certains endroits de se rabattre sur la solution de la journée. Dans d'autres, se rabattre sur la solution hybride. Ça, c'est le congrès pour la zone Europe. Et puis, il y a eu tous ces congrès, et il y aura ces congrès en vrai, si j'ose dire. Et donc, c'est vraiment très plaisant. Et alors, c'est assez rigolo parce que j'ai assisté, parce que malheureusement, j'ai pas pu assister à beaucoup d'exposés de ce congrès européen, mais j'ai assisté à la dernière. Le dernier exposé sur la suite de Syracuse, et ça fait un peu le lien avec le congrès de Lille où l'une des conférences de mathématiciens qui était faite par Shalom Eliaou de l'université de Calais, et ben ça portait sur les défis mathématiques qui durent depuis au moins 70 ans. Et dans ces défis mathématiques, il y avait les nombres parfaits. Je ne veux pas insister parce que c'est un peu long de toute façon. Il y avait la question sur les graphes, sur les arbres, qui était: est-ce que les hommards sont gracieux? Alors là, je ne vous dirai pas ce que c'est, parce que c'est aussi assez long à expliquer, mais le titre
est assez alléchant, si j'ose dire. Et c'est donc aussi un défi qui dure depuis des années, plusieurs dizaines d'années. Est-ce que les homards, les graphiques qu'on appelle les homards, sont gracieux? Et puis, il y avait la suite de Syracuse. Voilà, et ça faisait partie des défis mathématiques. Alors, j'ai entendu les élèves dire qu'elles avaient réussi à aller jusqu'à, je ne sais plus quel, je me rappelle plus très bien le nombre assez grand, mais je crois que là, maintenant, il y a eu un résultat qui fait qu'on sait qu'on retourne sur 1 pour des nombres qui comportent je ne sais plus combien de chiffres, un nombre assez incroyable de chiffres. Donc, effectivement, il est probable que la conjecture qu'on retombe toujours sur 1 à un moment ou à un autre est vraie, mais voilà, on ne sait toujours pas. Donc, bravo à ces élèves et à tous les autres élèves qui ont fait des présentations. J'espère que l'an prochain, on pourra se retrouver, vous pourrez vous retrouver dans un congrès, un vrai congrès, quelque part en Europe. Ça serait quand même ce qui est de mieux. Et en attendant, donc, on va déclarer cet épisode de congrès Matanjin, celui de la zone Europe, comme clos et terminé. Et encore une fois, je remercie tous ceux qui ont participé, les responsables d'ateliers, les universitaires et les chercheurs. Franchement, c'est quelque chose de très important pour Matanjin, tous ces forces qui agissent pour que les choses marchent bien. Et merci aux élèves pour leur travail. Je voudrais juste leur faire une petite remarque. N'oubliez pas qu'on attend vos articles, hein, parce qu'on aime bien lire ce que vous écrivez, et on les attend avec impatience, et on les lira, on les regardera, et donc n'oubliez pas de vous y mettre dès la fin de ce congrès. Merci. Un petit mot pour finir, l'avantage des congrès en ligne, c'est qu'on peut les revoir sur YouTube et que toutes les vidéos seront postées. Pour ceux qui veulent les suivre en direct, le congrès du 26 juin des établissements d'Amérique du Nord sera lui aussi en distanciel. Et donc, je vous invite à aller y participer virtuellement et à poser des questions sur le chat. Vous vous êtes bien rendu compte que ça rendait les choses beaucoup plus vivantes. Merci à vous, au revoir et à l'année prochaine. Au revoir.